Alors, maintenant, on va parler de client d'audit. Audit, c'est autre chose. Toujours dans la terme de définition. Le client d'audit, dans le système de management de la 19011, il est défini comme organisme aux personnes demandant un audit. Ça veut dire, un organisme qui demande un audit, il est considéré comme le client de l'audit et c'est lui qui va recevoir le rapport d'audit. Tout simplement ça. Alors, dans le cas d'un audit interne, le client de l'audit peut également être l'audité ou la personne qui gère le programme d'audit. Comment ça? Vous êtes, par exemple, chargé de manager le programme d'audit. Alors, vous allez missionner des auditeurs internes qui vont réaliser des audits et qui vont vous donner les rapports d'audit. Alors, vous êtes ici le client d'audit et vous êtes le manager du programme d'audit. Les demandes d'audit externe peuvent provenir de sources telles que des autorités de réglementation, des parties contractantes ou des clients potentiels ou existants. Alors là, c'est un client d'audit. Par exemple, vous avez un fournisseur, par exemple un client pour votre client, et votre client, il va demander une mission d'audit seconde partie. Et dans la mission d'audit seconde partie, vous allez élaborer une mission et vous allez élaborer un rapport et vous allez donner le rapport à votre demandeur, c'est le client d'audit qui est le client de votre organisme. Maintenant, c'est qui l'audité? L'audité, c'est l'organisme dans son ensemble ou partie de celui-ci qui sont audités. Par exemple, vous avez, lorsque vous faites un audit tierce partie, l'audité, c'est l'organisme. Parce que l'audit tierce partie, il va auditer le système de management de l'organisme. Donc, l'audité, c'est l'organisme dans son ensemble. Quand vous faites un audit de seconde partie, effectivement, l'audité, c'est l'organisme dans son ensemble. Mais quand vous faites des audits internes, l'audité, ça peut être le responsable des processus, ça peut être le responsable d'un atelier, ça peut être le responsable de la fonction RH ou bien la fonction achat, ça peut être un responsable d'un poste de travail, ça peut être un responsable de la logistique ou même un responsable du conditionnement ou un responsable de la livraison. Donc, ça s'appelle audité, c'est-à-dire celui qui va répondre aux questions, aux investigations de l'auditeur. Alors, ce sont des éléments essentiels qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce que ça va faciliter l'échange et la discussion dans la formation de cette formation de l'audit. L'équipe d'audit, tout simplement, c'est une ou plusieurs personnes réalisant un audit, assisté, c'est nécessaire, par des experts techniques. Alors là, on fait la différence entre un auditeur, un expert technique, et nous allons avoir aussi des auditeurs en formation qu'on appelle les observateurs, en fonction des organismes certificateurs principalement ou en cours de formation. Alors, équipe d'audit, une ou plusieurs personnes réalisant un audit, assisté, c'est nécessaire, par un expert technique. Alors, lorsque on définit une équipe d'audit, il faut automatiquement qu'il y ait un responsable d'équipe. Ça veut dire un auditeur de l'équipe d'audit est nommé responsable de l'équipe d'audit. Il est généralement, sur les plans d'audit, il est désigné par le RA. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est le responsable d'audit, on va voir sa mission, c'est lui qui va préparer le plan d'audit, c'est lui qui prend la tâche avec l'audité, c'est lui qui va assurer l'élaboration du plan d'audit et va partager, si je veux dire, les missions entre lui et les équipes, ses coéquipiers, les auditeurs qui sont avec lui dans son équipe. Et c'est lui qui va rédiger le rapport d'audit et c'est lui qui va prendre la parole dans la réunion d'ouverture et c'est lui qui va prendre la parole dans la réunion de clôture pour présenter les résultats. Donc, il a une responsabilité un peu importante par rapport aux autres membres de l'équipe. Auditeur, personne qui réalise un audit. Donc, toute personne qui a les compétences et qui est missionnée pour faire une mission d'audit, elle est appelée auditeur. L'expert technique, dans la norme, il est aussi désigné comme personne apportant à l'équipe d'audit des connaissances ou une expertise spécifique. Pourquoi?
Parfois, on est en face d'un processus ou d'une activité que nous n'avons pas, que l'auditeur n'a pas suffisamment de compétences ou de connaissances techniques et parfois même linguistiques. Et là, on fait appel à un expert technique qui va être un support de l'auditeur. Donc, il ne va pas intervenir avec l'audité, mais il va faire des activités pour l'auditeur sous ses ordres et qui va lui donner les résultats ou bien les réponses à certaines questions techniques. Alors, ces connaissances ou cette expertise spécifique se rapportent à l'organisme, à l'activité, au processus, au produit, au service ou au domaine à auditer, ou elle consiste en une insistance linguistique ou culturelle. Alors, c'est aussi important. Pourquoi? Parce que parfois, dans les missions d'audit, ça peut y avoir des spécificités culturelles de certains organismes. Il faut qu'ils soient pris en considération pour assurer et réussir la mission d'audit. Et parfois, on aura besoin d'une assistance culturelle pour savoir un petit peu qui marche, ce qui ne marche pas. Un expert technique n'agit pas en tant qu'auditeur. Donc, il n'a pas la qualité d'un auditeur, il n'agit pas en tant qu'auditeur, mais il est là pour supporter, pour assister l'auditeur dans des questions qui sont techniques, linguistiques ou culturelles. Observateur, c'est aussi un mot qu'on entend souvent dans les missions d'audit. Et c'est qui un observateur? C'est une personne qui accompagne l'équipe d'audit, mais qui n'agit pas en tant qu'auditeur. Alors, généralement, ce qu'on appelle observateur, c'est le mot qui est donné généralement à une personne qui est en train de faire une formation, c'est-à-dire un stage d'observation, des audits d'observation. Pour avoir la qualification en tant qu'auditeur IRCA, il va falloir assister à un certain nombre d'audits en fonction des organismes de certification et il sera appelé à élaborer un rapport d'audit qui sera évalué et sur la base de cette évaluation, il pourra devenir auditeur qualifié par l'organisme certificateur. On parle aussi du système de management. Donc, c'est un ensemble d'éléments corrélés ou en interaction d'un organisme utilisé pour établir des politiques, des objectifs et des processus de façon à atteindre les 10 objectifs. Donc, ça, c'est le management, que ce soit qualité, que ce soit sécurité, que ce soit environnement. Sachant que, au niveau des normes de management, l'approche risque est devenue une approche fondamentale. Et beaucoup de, toutes les normes, les nouvelles normes, les versions nouvelles des normes de management, ils sont basées sur l'approche risque. Effectivement, la norme 19011, elle est aussi basée sur l'approche risque. Pourquoi? Tout simplement pour dire que quel est le risque de ne pas réussir un programme d'audit? Quel est le risque de ne pas réaliser l'audit comme il faut? Quel est le risque de ne pas être objectif? Quel est le risque de communiquer avec l'auditeur d'une façon professionnelle? Les risques à la disponibilité de l'auditeur, les risques liés à la disponibilité des audités, tout ça, ce sont des risques qu'il faut prendre en considération durant la phase de préparation du programme d'audit et aussi durant la phase de la mise en œuvre du programme d'audit, ça veut dire pendant les réalisations des audits et la remise des documents. Alors, le risque est fait de l'incertitude qui est un écart positif ou négatif par rapport à une attente. Donc, c'est proche de la définition qui est donnée par la norme ISO 31000. Conformité, satisfaction d'une exigence. Donc, vous avez une exigence, que ce soit normative, que ce soit légale, réglementaire, que ce soit d'une partie intéressée, que ce soit interne. Donc, une fois que cette exigence est satisfaite, on est dans la conformité. La non-conformité, c'est le contraire, non-satisfaction d'une exigence. Compétence, aussi, c'est important. Aptitude à mettre en pratique des connaissances et des savoir-faire pour obtenir les résultats escomptés. C'est-à-dire que personne qui a des compétences, c'est-à-dire qu'il a l'aptitude à mettre en pratique, c'est-à-dire va pratiquer les connaissances qu'il a acquises pendant cette formation, pendant la formation initiale, la formation continue, le savoir-faire, les pratiques qu'il a, et bien sûr, pour obtenir les résultats escomptés attendus. Donc, compétence, il ne faut pas oublier la partie
savoir-être. Et la partie savoir-être dans les audits, elle est primordiale. Pourquoi elle est primordiale? Pourquoi? Parce que dans l'audit, vous serez appelé à discuter avec des audités et l'audités sont généralement dans une position de défense. Chaque audité ne peut pas, n'aime pas avoir des non-conformités, des écarts sur son processus ou bien sur son métier ou bien sur son activité ou son site. Et là, ça devient un problème un peu délicat. Alors, l'auditeur doit avoir des compétences en matière de comportementales qui vont faciliter la réalisation d'audits et qui vont faciliter la tâche à l'audité. Ce n'est pas l'auditeur qui doit chercher à avoir la tâche facile, mais il faut rendre la tâche facile à l'audité pour un petit peu rester à l'aise et répondre aux questions sans qu'il y ait de crainte ou bien de problème. Exigence, nous avons parlé plusieurs fois d'exigence, c'est-à-dire besoin ou attente formulée, généralement implicite ou obligatoire. Et lorsqu'on parle des exigences, donc c'est en fonction des critères d'audit. C'est-à-dire les critères d'audit, c'est l'ensemble des exigences. Alors, c'est quoi une exigence? Donc, c'est un besoin ou une attente formulée, généralement implicite, obligatoire. Généralement implicite signifie qu'il est habituel ou courant pour l'organisme et les parties intéressées que le besoin ou l'attente en question soit implicite. Par exemple, l'exigence, par exemple, je suis dans un audit d'une entreprise qui fait le conditionnement d'eau, disons, d'eau de table, et dans mes exigences, la couleur de l'eau, est-ce que je dois mentionner comme exigence que la couleur l'eau doit être incolore ou bien sans couleur? C'est une caractéristique qui est implicite et qui fait partie de la qualité de l'eau. Les caractéristiques implicites, est-ce que je vais dire que c'est une matière liquide? Je ne vais pas parler de l'eau solide ou de l'eau vapeur, ce n'est pas logique. Alors, tout ce qui est implicite, c'est-à-dire il fait partie de caractéristiques du produit ou de la prestation sans qu'il soit réellement formulé. Et une exigence spécifique, au contraire, est une exigence formulée, par exemple, une information documentée. Par exemple, vous passez un contrat avec un client et le client vous demande de respecter les exigences d'une norme spécifique, par exemple au BTP, ou bien à la charpente, ou bien une norme spécifique à l'incendie ou autre. Et là, c'est une exigence qui est contractuelle. Elle a été formulée. À ce moment-là, vous n'avez qu'à mieux comprendre et bien comprendre cette exigence et bien sûr évaluer votre capacité de l'auditer et bien sûr, vous allez auditer d'une façon qui est objective. Alors, les exigences, c'est tout ce qui est défini dans les critères d'audit. Processus, comme définition aussi, donc pour faire le rappel, c'est un ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui utilisent des éléments d'entrée pour produire un résultat escompté. Donc ça, c'est la définition qui est donnée par la 19011. Le processus dans la 9001, c'est un ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie. Et c'est presque similaire. Performance. Donc, c'est un résultat mesurable. Les performances peuvent être liées à des résultats quantitatifs ou qualitatifs. Tout ce qui est qualitatif, il est facilement identifiable, mesurable, évaluable. Tout ce qui est quantitatif. Par contre, ce qui est qualitatif, alors là, c'est un ensemble de caractéristiques, de mesures pour assurer la performance en matière de qualité. Généralement, tout ce qui est quantitatif, ce sont des mesures, nombre de litres de produites, ou bien suivant la capacité, nombre de boîtes, tout ça. Mais tout ce qui est qualitatif, alors là, ce sont les composantes, ce sont les éléments intrinsèques au produit qu'il faut parfois assurer l'évaluation par rapport à un ensemble de mesures ou bien
d'analyse spécifique. Les performances peuvent concerner le management d'activité, les processus de produits, de services, de systèmes ou d'organismes. Ça veut dire si je suis en train d'auditer un processus, donc je vais évaluer la performance du processus. Un produit, c'est la performance du produit. Autre chose, alors là, ça reste des éléments qui sont spécifiques par rapport à ce que vous allez auditer en termes de performance. Il y a le mot performance et le mot efficacité, c'est-à-dire niveau de réalisation des activités planifiées et d'obtention des résultats escomptés. Et là, je suis dans ce qu'on appelle l'efficacité, c'est-à-dire niveau de réalisation. Par exemple, je compte réaliser tant de quantité avec cette qualité. Si je la réalise, je suis dans l'efficacité. Bien, maintenant, on va commencer par parler des principes. C'est-à-dire, on va parler du chapitre 4 et on va aborder les parties principes de l'audit. Et ce sont 7 principes. 7 principes d'audit qui sont clairs et qui doivent être bien compris par l'auditeur et bien respectés par l'auditeur pendant l'exécution de sa mission. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, vous êtes un auditeur, vous serez en face d'un audité ou des audités. Parfois, ce sont des collègues lorsque vous faites des audits internes et parfois, ce ne sont pas des collègues. Quand vous faites un audit de seconde partie, ou Inch'Allah, après, quand vous faites la certification, donc vous faites des audits tierce partie, alors là, vous allez vous trouver avec des personnes que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez pas leur tempérament, leur façon de penser, leur culture, leur niveau au niveau de l'organisation, parfois. Et à ce moment-là, il faut bien respecter les principes de l'audit. Premier principe que dit, déontologie, c'est le fondement du professionnalisme. Ça veut dire que vous devez être et rester professionnel depuis le premier contact avec l'audité jusqu'à la fin de la mission, la réunion de clôture et le bye-bye. Ça, c'est clair, c'est clair. Professionnalisme, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus lié au comportement. Rester professionnel. Et là, on trouve parfois que certains auditeurs, ils sortent du domaine professionnel et entrent parfois dans des attitudes qui peuvent gêner l'audité. Alors, il y a un deuxième principe, restitution impartiale. L'obligation de rendre compte de manière sincère et précise. Donc, on vous fait confiance, on vous missionne pour réaliser une mission d'audit et on va prendre en considération ce que vous avez délivré dans votre rapport d'audit. Et si jamais ce que vous avez rendu dans votre rapport d'audit n'est pas sincère, n'est pas objectif, n'est pas précis, alors toutes les décisions qui seront prises sur la base de ce que vous avez donné, ils seront écartés par rapport aux objectifs de votre mission. Alors la restitution impartiale, ça veut dire qu'il faut être juste. Ce qui est conforme, c'est conforme. Ce qui n'est pas conforme, ce n'est pas conforme. Indépendamment de la relation ou bien des contraintes, il faut rester impartial et il faut donner les choses telles qu'elles sont, comme si vous êtes un appareil photo. Un appareil photo, mais pas les appareils photo qui sont utilisés dans les téléphones portables de ce moment-là. On veut faire un appareil un cliché, on fait des filtres. On cache les boutons, on fait des filtres, on clarifie la peau, on fait des filtres pour faire beaucoup de choses. Ça, ce n'est pas l'audit. Est-ce que vous comprenez? Donc, prenez ça en tête et gardez-le en tête, c'est très essentiel. Blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. Il n'y a pas entre les deux. Le troisième principe, c'est la conscience professionnelle, c'est-à-dire l'attitude diligente et avisée au cours de l'audit. Il faut toujours avoir une conscience professionnelle comme quoi vous êtes dans une mission. Et c'est une mission que l'organisme vous a confiée
et que vous allez réaliser en tout professionnalisme. Restez professionnel, être conscient professionnellement. Quel est l'exemple? L'exemple, c'est quoi? C'est que vous avez par exemple une durée pour réaliser l'audit. Et dans cette durée, au cours de cette durée, vous êtes appelé à avoir beaucoup de processus, à avoir des entretiens avec les gens, à voir un petit peu les chantiers, le terrain, qu'est-ce qui se passe. Et si vous n'êtes pas, et vous n'avez pas la conscience professionnelle, vous allez passer la majeure partie en discutant sur le football, ou bien un film, ou bien les circonstances politiques, ou bien religieuses, culturelles, et vous n'allez pas réaliser votre mission. Alors ça, c'est aussi, ça fait partie de la conscience professionnelle. C'est-à-dire, quand vous êtes missionné, les minutes sont comptées. Donc, il ne faut pas rater une minute. Pourquoi? Parce qu'une minute ratée, ça veut dire une exigence qui n'est pas évaluée, ou une zone qui n'a pas été visitée, ou une personne qui n'a pas été rencontrée. Et là, ça peut mettre en cause votre résultat. Le quatrième principe, c'est la confidentialité. C'est surtout des informations. Effectivement, quand vous êtes en train d'auditer un organisme, ou bien un responsable donné, ou bien une fonction donnée, vous avez le droit, bien sûr, d'accéder à certaines informations et que ces informations, ils pourraient être des informations qui sont un peu sensibles. Et lorsqu'on vous donne accès à ces informations, il faut les garder confidentielles. Et nous allons voir aussi cette partie-là, c'est un élément clé, essentiel pour rassurer l'audité sur la confidentialité. Et parfois, en tant qu'auditeur, tierce partie, on demande à l'organisme audité notre engagement et notre volonté et notre disponibilité pour signer un acte d'engagement sur la confidentialité. Ça veut dire que je m'engage à garder confidentiel l'ensemble des informations auxquelles j'ai pu avoir accès. Et on signe. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments confidentiels de l'entreprise et avec la mission d'audit, on vous les a donnés, vous avez accès à ces informations, il faut les garder confidentielles, il ne faut pas les divulguer. Même si vous avez des non-conformités, même si vous avez des non-conformités, des écarts par rapport à la réglementation, il faut tout garder confidentiel. Le cinquième principe, c'est l'indépendance. Et ça, c'est un fondement sur l'impartialité de l'audit et de l'objectivité des conclusions d'audit. Ça veut dire qu'il faut que l'audité soit indépendant de ce qu'il va auditer. Par exemple, vous êtes dans la fonction RH et vous allez être missionné pour auditer la fonction RH. Alors là, l'objectif, l'indépendance n'est pas assurée et l'objectivité automatiquement ne sera pas assurée. Donc, c'est la raison pour laquelle le cinquième principe est basé sur l'indépendance, le fondement de l'impartialité de l'audit et de l'objectivité des conclusions d'audit. Ça, c'est clair. On ne peut pas être, comme on dit, juge et partie. Il faut qu'il y ait une indépendance. Et là, c'est le rôle du manager du programme d'audit. Quand il va missionner des auditeurs, parmi les points qu'il doit avoir en prendre en considération, c'est toute la partie indépendance. Ne pas missionner une personne pour auditer là où il peut avoir des conflits d'intérêts. Le sixième principe, c'est l'approche fondée sur la preuve. Ça veut dire, vous ne pouvez avoir une conclusion ou bien un constat sur la conformité ou la non-conformité que si vous avez la preuve. Si vous n'avez pas la preuve, vous ne pouvez pas éditer un constat ou bien arriver à un résultat ou une conclusion. Ça, c'est clair. Et la preuve, ça peut être des enregistrements, ça peut être des énoncés de faits, suite à des entretiens avec les audités. Et il faut que ce soit vérifiable. Et là, c'est toute l'approche sur la preuve. La preuve, ce n'est pas uniquement lorsqu'il y a des non-conformités, mais aussi la preuve de conformité. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous avez des surconformes? Effectivement, voilà la preuve sur laquelle je me suis basé pour dire que c'est conforme. Voilà ce que l'exigence prévoit l'exigence, voilà ce qui est défini dans le système, et voilà ce qui est pratiqué par l'organisme. Et comme ça, vous avez une approche fondée sur la preuve. Le dernier principe, c'est l'approche par les risques. Et effectivement, lorsque
on mène une mission d'audit, c'est par rapport au risque, pas uniquement le risque de la réalisation de la mission d'audit, mais c'est le risque par rapport à la non-conformité. Si une non-conformité peut avoir un risque important, alors il est considéré comme une non-conformité majeure par rapport au risque sur la conformité du produit, ou bien de la prestation, ou bien sur le fonctionnement efficace du système. Alors là, c'est aussi important. Alors, comment ça? Tout simplement pour réussir votre mission d'audit. Une astuce très simple et très généraliste, c'est que comme si vous vous mettez dans la position du client. Et le client, comme c'est le client qui va faire l'audit. Et à ce moment-là, vous allez voir un petit peu quels sont les risques de non-conformité du produit qui vous sera livré, quels sont les risques sur la non-conformité du respect de l'ensemble de vos exigences. Et là, l'approche risque, il sera un élément fondamental pour faire la programmation d'audits, la planification des audits, le choix des auditeurs et bien sûr l'élaboration des rapports d'audit et bien tout ce qui suit la partie correction et amélioration corrective. Alors, le respect de ces principes est indispensable. Alors, retenez ça bien. Le respect de ces principes est indispensable pour que les conclusions d'audit soient pertinentes et suffisantes. Et pour que des auditeurs travaillant indépendamment les uns des autres parviennent à des conclusions similaires dans des circonstances similaires. Alors ça, c'est l'approche globale des principes d'audit. Comment dirais-je? Vous êtes deux auditeurs et vous allez auditer un organisme ou un processus d'un organisme ou une fonction d'un organisme donné. Si vous utilisez une méthode, c'est-à-dire la même méthode d'audit, vous avez les mêmes critères d'audit, vous avez le même champ d'audit et vous avez devant vous le même audité. Alors, est-ce que c'est normal d'avoir des conclusions d'audit qui seront différentes? Normalement, non. Pourquoi? Parce que vous avez une méthode, vous avez les mêmes critères, vous avez le même audité et vous allez auditer le même champ d'audit. Alors là, si vous suivez les principes, alors là, les conclusions ils seront similaires. On ne dit pas qu'elles seront exactes, mais les conclusions ils seront similaires. La seule différence réside en quoi? Réside en l'approche risque. Il y a certains auditeurs qui sont beaucoup plus des conformistes, ça veut dire qu'ils cherchent à la petite bête pour trouver la non-conformité. Il y a certains auditeurs qui sont orientés par le risque. Donc, ils analysent le risque du processus ou de l'organisme et ils posent des questions et les investigations sur comment le risque est maîtrisé et bien sûr avec les éléments de preuve. Et alors là, toute une approche qui est différente et normalement, c'est quelque chose qu'on peut acquérir par la pratique. Donc, une fois on pratique souvent les audits, on devient effectivement, on connaît très bien les tenants et les aboutissants et on se focalise beaucoup plus sur quelque chose qui a un risque important sur la conformité du produit ou bien l'efficacité du système. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, Ikhwan? Oui, c'est bien. Très clair, alors, très clair. Très clair. Alhamdoulilah. Alors, d'après ce que nous venons de présenter, est-ce que vous avez des questions spécifiques par rapport à ces deux parties-là? J'ai essayé de donner le maximum d'explications, de faciliter l'explication, la compréhension, et ce sont des éléments de base qui vont nous permettre de mieux comprendre la suite de la norme.